Bonsoir, nouvelle semaine pour le journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 29 septembre. Invité aujourd'hui, Fouad Madek, directeur de l'ESAT de la Mare-Savin, qui accueille des adultes en situation de handicap pour les aider sur le marché du travail. Il vient de recevoir l'Ordre national du mérite. Vous voyez des images de la cérémonie avec l'ancien ministre Benoît Hamon qui était présent. Des habitants qui portent ensemble un projet pour se loger, un avantage sur les plans écologiques et économiques. La ville de la Verrière propose de développer l'idée sur des terrains situés près de la gare. Et puis retour sur le Festival 24, succès mitigé. Le public ne s'est pas déplacé en nombre pour cette première au Vélodrome national et ce, malgré une affiche exceptionnelle. Le Sénat renouvelé par moitié à l'occasion d'élections qui se sont déroulées dimanche au scrutin universel indirect. Seuls les grands électeurs, élus ou conseillers municipaux en majorité, mais aussi des conseillers généraux, régionaux, députés qui étaient invités à désigner les sénateurs. Ce renouvellement ne concernait donc pas l'Île-de-France. Le Sénat a été pendant 3 ans à gauche. Il bascule maintenant à nouveau à droite. Mercredi, il sera question d'élire un nouveau président. Parmi les postulants, l'ancien président du Sénat, justement ancien maire de Rambouillet, Gérard Larcher. Catherine Tasca, sénatrice socialiste, élue depuis 2004, réagit au basculement du Sénat à droite. Nous avons perdu la majorité que nous avions gagnée en 2011. Ceci dit, ça n'est pas une surprise complète. Pour moi, si vous voulez, ce qui a fait la difficulté de la majorité de gauche au Sénat, c'est l'absence d'unité, l'absence de travail en commun des différentes composantes de la gauche. Sur la manière d'aborder les textes, les sujets de débat, je pense que ça ne changera pas profondément les choses, d'autant que, vous le savez, en cas de non-vote d'un texte, celui-ci continue son chemin et au bout du chemin, l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot. Ça dépendra beaucoup de la manière dont la nouvelle présidence du Sénat concevra son rôle. Il y a la modération naturelle du Sénat, mais il y a aussi visiblement une volonté d'incarner une opposition, et une opposition très ferme au gouvernement. Et si notre secteur n'était pas concerné directement par cette élection sénatoriale, comment réagissez-vous ce matin à l'annonce de cette nouvelle défaite de la gauche au pouvoir? Le Sénat va-t-il avoir une influence sur la politique actuellement menée par le gouvernement? Voici vos réponses au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Je crois que c'est l'Assemblée nationale qui prime avant tout, quoi. Donc non, je pense pas que ça va changer grand-chose. Ça ralentira les lois, mais ça ne changera pas le résultat final. Ça n'a pas trop d'importance quand même. Ils disent non pour certaines réformes et puis après ça repasse à l'Assemblée nationale. Pour moi, la France est devenue une république bananière en fait. Forcément, ça va être un peu plus difficile de faire passer les lois du premier coup. Que les Sénats passent à droite ou à gauche, ça ne change rien. De toute façon, gauche et droite, ils sont tous ensemble. Hein. C'est des mêmes personnes. Écoutez, c'est normal, il y a un balancier toujours en France. Il vaut mieux que déjà les pouvoirs soient un peu partagés. C'est un mystère, que ce soit la droite ou la gauche, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On quitte la politique et vous allez le découvrir dans un instant ce reportage. Il vient de devenir chevalier de l'Ordre national du mérite. Fouad Madek est donc l'invité ce soir. Bienvenue en plateau. Merci. Merci d'être venu ce soir. Directeur de l'ESAT de la Mare-Savin à Trappes depuis 2012. L'ESAT accueille des adultes en situation de handicap, les forme à différents métiers dans des secteurs divers comme la restauration, l'accueil, la blanchisserie, les espaces verts, le service aux entreprises. Nous allons revenir sur cette cérémonie de remise de votre distinction. C'était vendredi en présence de Benoît Hamon. Vous l'avez aperçu, tout juste redevenu et député de la 11e circonscription des Yvelines. De vous faire chevalier dans l'Ordre national du mérite. Fouad Madek est directeur de l'ESAT de la Mare-Savin depuis 2012. L'établissement reçoit 200 personnes en situation de handicap à qui la structure propose une formation et un travail dans différents métiers. En 2013, l'établissement en difficulté financière connaît un retour à l'équilibre. En 2014, ce sont 250 entreprises partenaires. Alors, y a-t-il une méthode, Fouad Madek? C'est d'abord être sincère avec soi-même, c'est le respect des autres. Au niveau de mon personnel, c'est la démarche participative, bien faire pour que les personnes, au moins, viennent avec le sourire et repartent avec un grand épanouissement de l'établissement. Et ça, c'est notre quotidien tous les jours. On associe ici
insertion de personnes en situation de handicap par le travail et performance économique. Donc c'est une très belle réussite. En recevant cette médaille, Fouad Malek n'oublie pas non plus son parcours personnel. Il a vécu une partie de sa vie au Maroc, mais c'est en France qu'il est accueilli après ses études, la République française, qui l'honore une double fierté. Un pays qui m'a offert énormément d'opportunités, que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de travail. Donc je me dois, ou je me devais, durant tout mon parcours professionnel, de partager, de donner aux autres. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un homme comblé. C'est quelqu'un qui est riche, alors comme on l'a dit, de plusieurs cultures, d'approches, etc. Et puis surtout porteur de beaucoup de projets, avec à la fois de l'audace, et là il en faut aussi, je crois que c'est ça, l'audace, et puis la compétence aussi. Et lors de cette remise de médailles, le nouveau chevalier de l'Ordre du Mérite a souhaité mettre en avant les salariés de la filière cuisine, 35 personnes qui ont travaillé pendant plus d'une semaine pour préparer le buffet. Et pour paraphraser Fouad Malek, chaque personne compte dans l'établissement. Fouad Malek, on l'a entendu, dans ce reportage, vous avez une grande fierté d'avoir reçu cette médaille de chevalier de l'Ordre national du Mérite. Quand Benoît Hamon vous a épinglé cette distinction, quand l'ancien ministre vous remet cette distinction, à quoi vous avez pensé? Comment vous vous êtes senti? Oui, comme vous dites, c'est une grande fierté. Et puis déjà, en novembre 2013, quand j'ai eu l'information, comme quoi j'étais nommé effectivement par décret, pour les prochains prétendants, j'ai envie de leur dire accrochez-vous les wagons parce que c'était un tsunami d'émotions qui arrive. Et puis tout de suite, on se pose la question pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et puis on a un déroulé. Et c'est vrai, c'est un grand honneur que la République me fait en me nommant chevalier d'ordre national du Mérite. Je voudrais revenir sur un autre point qui a été évoqué dans le reportage. Vous êtes un homme de plusieurs cultures. Vous êtes à la fois une culture marocaine et aussi une culture bretonne. Vous êtes né au Maroc, mais vous avez cette culture bretonne. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette double culture? Eh bien, écoutez, c'est le hasard de la parenté qui fait qu'on se retrouve à un moment donné sur cette double culture. J'ai même envie de dire que je porte les deux B. C'est le B berbère et c'est le B breton. Et c'est une richesse qui permet à un moment donné d'avoir le recul nécessaire, de voir sa vie, de voir aussi les autres et de pouvoir apporter le plus, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan professionnel. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 30 ans de ma vie ici, notamment en France, sur le plan professionnel. Et Benoît Hamon qui dit de vous que vous êtes un exemple au moment du discours? Vous avez le sentiment d'être un exemple au moment, sans faire d'amalgame, où on entend parler tout de même d'extrémisme, de jeunes qui ont du mal aussi à s'insérer dans la société, d'origines diverses, sans bien sûr, je le redis, faire d'amalgame sur tout ça. Vous avez le sentiment d'être un exemple, de montrer que... Je crois par rapport à la République, il est important des fois de parler des ascenseurs qui arrivent et surtout des trains ou des avions qui arrivent à l'heure. Je pense pas, j'ai pas la prétention d'être l'exemple, mais je crois qu'on la graine, ils prennent. Ça permet effectivement ce partage sociétal et que chacun garde sa place et reste à sa place, tout en donnant le maximum aux autres par rapport à ce que nous avons reçu. Vous avez repris vos études à 50 ans? Oui, j'ai repris mes études à 50 ans. Pour être diplômé de l'IEP de Paris. Voilà, c'est une aventure, comme il a dit M. Benoît Hamon. Donc mes enfants m'appellent le grand étudiant. Alors qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de reprendre les études à 50 ans pour en plus l'Institut d'études politiques? C'est parce que j'étais intéressé par les personnes âgées et puis j'avais pris le domaine de la gérontologie. Donc j'avais fait déjà l'École nationale de santé publique et puis le handicap, je pense que j'avais fait le tour en termes de tout ce qui peut être connaissance et expérience. Et puis je m'intéressais beaucoup par rapport au vieillissement des personnes en situation de handicap. Et c'est ça qui m'a amené effectivement vers le chemin de l'école, encore à nouveau à l'Institut des sciences politiques à Paris pour faire de la gérontologie. Et ces personnes que vous accueillez à l'ESAT, justement, les personnes en difficulté, en situation de handicap, qu'est-ce que vous leur transmettez en premier? Qu'est-ce que vous avez envie de leur faire passer en premier? Écoutez, c'est des personnes à connaître.
Moi, je dis parce c'est vous qui apprenez d'abord avant de leur apprendre quelque chose. Tout à fait. Ils nous apprennent beaucoup de choses sur la vie. Et de ce côté-là, je suis assez modeste par rapport à ce qu'on leur apporte. C'est d'abord tout un travail social, tout un travail thérapeutique qu'on met en place, et puis la mise au travail. Donc c'est un apprentissage selon le rythme, selon la capacité, selon le choix de chaque personne. L'originalité de notre ESAT, c'est que personne n'est figé dans un atelier quelconque. Donc ils ont la possibilité de passer dans les différents postes de travail sur le même atelier, comme ils peuvent changer en cours de leur existence dans l'ESAT d'un atelier à l'autre. C'est pour ça qu'on a mis en place les 4 pôles d'activité que vous avez énumérés auparavant. L'ESAT n'était pas forcément en très bonne santé lorsque vous êtes arrivé aux affaires. 2013 seulement, retour à l'équilibre financier. 2014, 250 entreprises partenaires. On peut citer Renault par exemple aussi parmi les grands groupes. Comment vous avez réussi ce tour de force? Dans un contexte pas forcément évident. C'est-à-dire, il faut revenir un petit peu à l'histoire. J'étais directeur de cet établissement de 2003 à 2006, avant de partir en expatriation avec Handicap International sur des programmes de l'ONU et la Banque mondiale et l'Union européenne. Et puis après, 4 ans après, on m'avait fait appel pour effectivement revenir sur cet établissement-là. Donc j'aurais repris les affaires en main en 2012. Il était institutionnellement et économiquement mal en point. Donc il a fallu qu'on reprenne d'abord notre bâton de pèlerin, c'est-à-dire tout ce qui est prospection commerciale, et puis reprendre les outils institutionnels qui nous sont imposés par la loi de 2002, la loi de 2005. Et j'ai eu des échos très très favorables. Mais comment vous avez fait? Comment vous avez réussi à les convaincre, ces différents partenaires? C'est-à-dire avec une structure qui a des difficultés, vous venez d'arriver en plus, mais vous arrivez à les convaincre. Je crois que notre devoir, ce n'est pas le handicap qu'on vend, mais c'est plutôt la prestation. Et les entreprises, ils sont sensibles à une prestation de qualité, au délai, à la réactivité. Et je crois que la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de sensibiliser le personnel par rapport déjà à ces 2 aspects-là, la réactivité et la qualité de la prestation. À partir de ce moment-là, on a quasiment refondé complètement les pôles d'activité pour qu'il y ait de la visibilité à l'intérieur, de la visibilité à l'extérieur, plus un travail de prospection qui a été fait pour qu'on puisse effectivement répondre aux demandes des entreprises. C'est pour ça qu'on a développé des activités comme les plateaux repas, comme les cocktails, et puis la blanchisserie qui est passée de stade artisanal à un stade industriel. On est passé de 250 kilos jour à 1 tonne jour, donc avec les normes RABC, parce que les entreprises ils sont aussi exigeants par rapport aux normes, la cuisine qui est au HACCP, et puis tout ce qui est espace vert, on est sur les dispositifs de phytosanitaires. Donc ça, effectivement, c'est attractif, c'est vendeur, ça prouve de la qualité des prestations que nous faisons. Et 2013, on a vu assez rapidement le retour à l'équilibre pour pouvoir éponger l'équivalent de 750 000 € de déficit. Et 2014, comme je l'ai dit vendredi, semble très prometteuse, puisque parmi nos clients, on compte beaucoup d'entreprises de CAC 40, ce qui est d'ailleurs extraordinaire pour le milieu de l'handicap. Nous avons Thales, Safran, Bouygues, puis Renault, Mercedes. Donc il y a pas mal d'entreprises effectivement qui se joignent maintenant à nous, et ça c'est très très important pour nous, parce que c'est une reconnaissance de la qualité de la prestation et c'est une valorisation des travailleurs. Moi, quand je les vois partir à la retraite, quand je les vois partir à Renault Trucks Défense en détachement permanent, travailler avec les cadres, manger avec les cadres, je crois que là on a atteint le summum de ce que j'appelle de tous mes voeux l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Et à vous écouter, la remise de cette distinction, la remise de ce mérite chevalier de l'Ordre national du mérite, ça vous a motivé pour la suite? C'est pas une fin en soi, ça vous a donné encore envie d'aller encore plus loin. On sent que vous portez vraiment. C'est ce que j'ai dit à monsieur Hamon quand il m'a remis. C'est un signe. Je lui ai dit bon, là il me met un petit peu la barre un peu haute, mais bon, c'est dans le gène aussi, c'est dans mes motivations. Nous avons effectivement 3 grands projets sur lesquels on a déjà commencé à travailler. C'est l'ouverture d'une unité pour autistes avec maraîchage bio qui normalement doit avoir lieu sur Manille-les-Hameaux.
et puis un service d'accompagnement à la vie sociale, et puis des appartements thérapeutiques. Donc on a pas mal de perspectives. Pour combien de personnes accompagnées actuellement, et puis vos objectifs? Alors actuellement, nous sommes à 145 personnes encadrées par 45 salariés. Pour dire que c'est une petite PME. Et puis, donc on va monter au crescendo avec les autistes pour arriver à 30 en plus. Et puis une dizaine les appartements thérapeutiques, et puis une dizaine pour le SAVS. Merci beaucoup, Fouad Madek, directeur de l'ESAT de la Marse-Savin à Trappes, et félicitations. Donc maintenant que vous êtes chevalier de l'Ordre national du mérite. Merci à vous. Nous reprenons le cours du journal et cette information. 25 911, c'est le nombre de voitures volées ou dégradées en un an. L'association 40 millions d'automobilistes place le département des Yvelines sur la deuxième marche du podium. Un triste record battu seulement par le Rhône. La Lozère n'a connu depuis juin 2013 que 531 vols ou dégradations. Un projet de logement partagé se met doucement en place à La Verrière. Pour le moment, 6 familles travaillent de concert pour créer un espace de vie commun. Samedi dernier, elles organisaient un pique-nique avec les partenaires pour discuter des différentes avancées. Claire Cambier. Tintin-Mare, un joli jeu de mots pour évoquer le projet d'habitat participatif créé autour des terrains de la Mare. 4000 mètres carrés en tout qui pourraient accueillir une douzaine de familles entre la rue de la Gare et celle de la Mare. Ici, des maisons existantes, des vieilles maisons qui vont être démolies par la ville. On aura 4 secteurs de construction, donc ici, ici, ici et ici, pour construire une douzaine de maisons. Donc on envisage des unités de voisinage de 3-4 familles maximum. À l'initiative de ce projet, la ville de La Verrière qui a acheté progressivement ce terrain. Un appel à candidature a été lancé pour trouver les futurs habitants. Pour le moment, 6 familles sont impliquées dans le projet. La question centrale aujourd'hui, c'est comment on fabrique de la ville. Et la ville, c'est pas simplement de mettre côte à côte des bâtiments, c'est de mettre de la vie à l'intérieur de la ville. Et ça, c'est une façon de concevoir autrement la ville. C'est-à-dire les gens s'approprient un espace, définissent ensemble des besoins et travaillent aussi sur l'usage et les règles de vie. Car habitat participatif implique que les futurs habitants portent ensemble le projet et partagent à terme certains espaces communs. Le groupe Tintin-Mare se réunit régulièrement pour discuter des points architecturaux, financiers et légaux. Pour les épauler, la ville a fait appel au cabinet de conseil Quad et à l'association Laboramdam. Ces rencontres créent déjà un esprit de groupe et une volonté de vivre ensemble. On le sent déjà, rien que dans les réunions et ce qui est déjà mis en place. On a déjà vraiment un bon contact avec ceux qui sont là et puis ceux qui ne sont pas encore là, on les attend, ça sera pareil, ils seront bien accueillis. Une autre manière de se loger et des avantages écologiques et économiques de 20 à 30% en dessous du prix du marché. Constructivement, c'est plus économique. On dépense moins en construisant à côté de son voisin et en faisant que 4 façades pour 2 maisons que de faire 8 façades pour 2 maisons. Et on dépense ensuite moins d'énergie à se chauffer parce qu'il y a notre voisin qui nous chauffe un peu aussi. Des places sont encore disponibles pour intégrer ce projet. Si c'est un succès, la ville pourrait renouveler ce type d'habitat dans le quartier de Garbécane. Premier jour d'ouverture ce lundi pour la nouvelle microcrèche installée à Montigny-le-Bretonneux. La structure, qui se veut un lieu d'intégration et de mixité, accueillera à temps plein 7 enfants de 0 à 6 ans, qu'ils soient valides ou en situation de handicap. Un projet mené par 2 amis originaires de Saint-Quentin en Yvelines. On est vraiment resté sur un lieu de vie. Voilà, un enfant qui soit handicapé ou pas peut jouer, peut s'épanouir. On a juste fait attention en termes de normes d'élargir certains couloirs pour que les fauteuils roulants puissent passer. Voilà, on a quelques matériels adaptés, mais bon, voilà, c'est des boules avec des picots, des choses qu'on peut adapter également pour des enfants valides. La vie en collectivité est possible aussi bien pour les enfants valides que porteurs de handicap. Elle est source de richesse pour tout le monde. Donc voilà, c'est le challenge qu'on veut montrer ici. Et c'était au micro de Yolène Thorez et de William L. Changer notre mode de consommation d'énergie en se servant d'une énergie propre et gratuite. C'est ce que fait depuis 3 ans cet auto-entrepreneur de Fontenay-le-Fleury en commercialisant une lampe solaire qu'il a par ailleurs lui-même conçue. Ce système permet de s'éclairer en utilisant l'énergie produite par le soleil, mais surtout de stocker cette énergie pour s'en servir toute la journée, comme nous l'explique William L. À première vue, cette lampe solaire n'a rien d'exceptionnel. La lumière du soleil est captée par un chargeur photovoltaïque pour être transformée en énergie. Mais le modèle, conçu par Abi Adjoual, a une particularité. La lampe est légère et la lampe ne dépend pas de quelque chose. Donc on stocke l'énergie et on l'utilise quand on veut, où on veut. La lampe peut ainsi éclairer pour une durée moyenne de 7 heures. Pendant ce temps, l'énergie solaire continue d'être stockée par le panneau,
totalement indépendant. Je peux en même temps charger ma torche, en même temps, vous voyez, ma torche je charge, c'est branché dessus. Je peux aussi charger un téléphone portable. Vous utilisez quelque chose qui est à la portée de tout le monde et en même temps vous utilisez une technologie de très haut niveau. Pour le moment, Abiyadjoual vend ses lampes à des particuliers un peu partout en France, mais souhaite commercialiser son produit à l'international. Il vise le marché africain. Il y a des pays où il n'y a que 2% de la population rurale qui a l'électricité. Ces personnes-là utilisent la lampe à pétrole. Donc ils sont dépendants du pétrole. Le souhait d'Abiyadjoual, remplacer l'énergie fossile par une énergie renouvelable. Pour cela, il faudra d'abord faire face aux problèmes de coût. À la vente, la lampe est vendue 90 €, un prix bien trop important pour le continent africain. Le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines qui vient donc d'accueillir la première édition du 24. La street culture à l'honneur. Durant 24 heures ce week-end, des artistes internationaux du Exhibit à DMX étaient sur scène. Des stages de danse avec les Twins ou encore Laure Courtelmont étaient proposés. Les Twins originaires de banlieue parisienne et qui étaient il y a encore quelques jours avec Jay-Z et Beyoncé au Stade de France. Des têtes d'affiche, mais le public n'a pas forcément été au rendez-vous. C'est une petite déception donc pour les organisateurs qu'on écoute. Moi je pense qu'on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Donc forcément il y a une petite déception. On aurait aimé remplir du premier coup. Mais bon, le Rome ne s'est pas fait en un jour. Et du coup on a quand même pas mal de monde, un beau public, un public qui participe. On a vu avec la danse tout à l'heure. C'est vrai qu'on a voulu casser le modèle en fait actuel français, plutôt rejoindre le modèle américain. En Allemagne, en Angleterre, ce genre de festival-là qui voit souvent le jour, c'est un modèle qu'on a à cœur de reproduire ici sur la durée justement comme je l'ai introduit. Donc on est toujours en phase là-dessus. Et rendez-vous dès mercredi pour une édition spéciale de Kiosque, le magazine de la culture qui reviendra très largement sur le 24 avec d'autres interviews, des extraits aussi. Ce sera à partir de 18h30 et pour patienter, voici quelques images supplémentaires. We came to get you high. We came to get you high. So fucking high. We came to get you high. Come on, be real. Just can't do it. Anything that gets in my way, I'll run through it. If I stay up, but you back and keep moving. So if you gotta run for your head, let's get to it. Shoot 'em up, just shoot 'em up. Pop, pop, shoot 'em up, just shoot 'em up. Pop, pop, shoot 'em up, just shoot 'em up. Do you know my name? Dr. Green Pop. You know my name is Dr. Green Pop. You know my name is Dr. Green Pop. What you do is between me and you. You talk to good ones, but you don't do what you're supposed to do. I ain't know what I'm feeling, I was deal with emotion. I'm used to living big rock style, it's great coach. Merci de nous avoir suivis votre soirée sur TV Fil. C'est notamment avec Anthony Reich pour une nouvelle édition du 7-8 Sport. À demain pour un nouveau journal.